Démarche de réconciliation nationale au Burkina. Dans son élan de mission, le ministre Zéphirin Diabré a initié un atelier de renforcement de capacité au profit des autorités de la région du Centre. C'est dans le cadre des rencontres communales sur la réconciliation nationale. En fin de semaine dernière, baptême de la rue 54-160 dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Ce tronçon de voie porte désormais le nom Pape Benoît XVI, image de la cérémonie de baptême dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous en parlais donc en titre « Question de réconciliation nationale, atelier de renforcement de capacité au profit de la région, des autorités de la région du Centre ». Hier lundi, ils étaient réunis dans le cadre des rencontres communales sur la réconciliation nationale. Ils ont eu droit à des outils donc qui vont leur permettre de contribuer efficacement au processus de réconciliation au Burkina. On en parle avec Abdourahmane. C'est la dernière étape de la série de rencontres entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et les autorités décentralisées et déconcentrées. Le ministre a rencontré les autorités locales de la région du Centre, l'objectif étant de préparer le Forum national sur la réconciliation nationale. Ainsi, chaque commune devra tenir une rencontre afin de recenser les problèmes de réconciliation et apporter ainsi sa contribution à la rédaction de la stratégie nationale de la réconciliation. Et l'une des étapes, c'est qu'au niveau de chaque commune donc, du Burkina Faso, il y ait donc une concertation communale pour discuter de la question donc, de la réconciliation, pour s'approprier donc, la vision du président du Faso, pour connaître la feuille de route et aussi pour recenser les problèmes de réconciliation qui sont au niveau de cette commune-là. Mais pour que justement cette concertation puisse avoir lieu, il y a ce nombre d'acteurs avec lesquels nous devons travailler. C'est qui? Ce sont les gouverneurs, ce sont les hauts commissaires, ce sont les maires, ce sont les préfets, les présidents de conseils régionaux. Pour Zéphirin Diabré, les rencontres sur la réconciliation nationale dans toutes les communes du Burkina Faso répondent au besoin d'associer tous les Burkinabés à l'élaboration de la stratégie afin que tous les dossiers de réconciliation soient pris en compte au Forum national sur la réconciliation. Le ministre est là et a été chargé par le président du Faso d'écrire les référentiels de la réconciliation, c'est-à-dire les différentes stratégies de la réconciliation. Et elles sont au nombre de 4 et vont se traduire bien entendu par 4 documents essentiels qui sont la stratégie nationale de réconciliation, la stratégie nationale de cohésion sociale, la stratégie nationale de la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, parce qu'il y a sous-jacent là-bas une question de réconciliation. Et enfin, le pacte du vivre ensemble, c'est-à-dire le nouvel accord que nous allons signer entre Burkinabés pour cheminer ensemble pour le futur. Dans la rédaction de ces documents-là, nécessairement, il faut avoir une vision participative. Sinon, on laisse de côté des intelligences et des engagements qui peuvent apporter beaucoup. Cette rencontre de Ouagadougou a permis de renforcer la capacité de ces autorités locales sur le processus de l'élaboration de la stratégie nationale de la réconciliation. Il s'est agi aussi de partager avec ces acteurs la vision du président du Faso et du gouvernement sur la réconciliation nationale. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de l'Étalon par le ministre en charge des Affaires étrangères. C'était dimanche dernier à Ouagadougou. Appelé à de nouvelles fonctions, le représentant a ainsi reçu toute la reconnaissance de la nation burkinabé pour son travail accompli aux côtés du G5 Sahel. On en parle avec Abdourahmane. Angèle Losada reçoit ainsi la reconnaissance du Burkina Faso après 5 années de service au profit du Sahel en tant que représentant spécial de l'Union européenne. Il a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'Étalon, une manière d'exprimer sa gratitude à l'homme, mais aussi à l'Union européenne, premier partenaire des pays du Sahel dans le cadre de la force conjointe.
L'Union européenne a été le premier partenaire à donner de la légitimité au G5 Sahel et à sa force conjointe. Et nous ne pouvons pas oublier donc ces efforts-là qui ont été faits par celui qui était donc la passerelle entre nous et cette grande institution, à savoir notre cher ami Angel Losada, qui connaît bien le Sahel, qui était à nos côtés, qui n'a jamais raté une occasion pour être là avec nous. Pour Angel Losada, la contribution de l'Union européenne est importante dans la lutte contre les groupes armés dans la zone sahélienne. Il a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Souvent, il y a une question qui se pose. La situation s'est dégradée. Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Je crois qu'il faut toujours essayer de faire mieux, mais si nous n'avions rien fait, les choses seraient encore pires, sans aucun doute. La situation est difficile aujourd'hui. Nous sommes à une croisée de chemin. Et s'il y a quelque chose, que vraiment on trouve au Sahel, c'est cette résilience énorme de la population, car vous êtes soumis à une pression énorme. Et dans cette direction, je peux vous assurer que l'Union européenne est à vos côtés dans tous les sens. Angel Losada dit recevoir cette distinction avec plein de joie et d'humilité et a traduit ses remerciements au président du Faso pour cette décoration. Il dit être convaincu que les efforts de la force du G5 Sahel, avec l'appui de l'Union européenne, porteront fruit pour un Sahel plus apaisé. Question foncière à Kalsan. Le début de lotissement et le recasement annoncé par la mairie avaient réussi à calmer les tensions, mais de nouvelles préoccupations surgissent. Lors d'une assemblée générale tenue dimanche dernier, des populations dénonçaient le mode de traitement du dossier. Elles expliquent que plus de 1500 personnes n'ont toujours pas de parcelles et que la zone choisie pour reloger les habitants est non viabilisée. Vous comprendrez donc mieux dans ce reportage de Michael Tougré. Cette fois-ci, une autre coalition de la population refuse les conditions de la commission de recasement. Une commission dont la légalité est remise en cause et qui ne prend pas en compte l'intérêt des populations. Pour les habitants de ce non-loti, plusieurs irrégularités ont été enregistrées dans le processus de gestion du dossier du non-loti de Kalsan. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne vivent même pas dans la zone, qui ne savent même pas, ils ont entendu seulement parler de parcelles, ils ont payé des numéros. Il y a des gens qui ont été témoins que des numéros ont été retirés, des lots, aller vendre ailleurs, revenir encore les insérer. Il y a quelques représentants d'associations qui partent signer un protocole d'accord avec la mairie et la Sonature sans que la population ne soit informée de quoi que ce soit, et ils prennent engagement de dégarpir les gens le plus rapidement possible. Sans qu'on ne comprenne, mais on va nous dégager le rapidement possible. C'est où est-ce qu'on va même? Tour à tour, les responsables des populations prennent la parole et s'opposent à ce qu'ils qualifient d'un passage en force de la mairie de Samba. Ils rejettent les 150 mètres carrés proposés aux populations et seulement moins de 2000 auront droit à ces parcelles sur un total de plus de 3500 habitants recensés dans cette zone non lotie. On est sorti pour dénoncer que le maire, notre responsable communal, qu'il revient à la raison de comprendre que ceux qui vivent ici, là, c'est des personnes. Lui-même, le maire a dit que personne ne bouge sans un consensus au préalable. Le maire nous disait que c'était 3304. Mais moi, devant ma porte, c'est 3400. C'est 3465. Donc, ça veut dire que ma maison est la 3465e maison. Pour cette population visiblement remontée, pas question de bouger de cette zone, une propriété, dit-on, de la Sonature. À en croire les manifestants, tous les habitants doivent bénéficier d'une parcelle et la zone choisie pour les reloger doit être viabilisée et dotée d'infrastructures sociales de base. Le site est situé à 5 km de Samba et à 12 km de Ouagadougou. Qui peut chaque matin prendre son enfant, parcourir 5 km, venir le laisser à l'école à Samba et faire ça? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc nous demandons le minimum. Une fois qu'ils auraient donné 300 mètres carrés ou 200 mètres carrés à chacun, qu'ils essaient maintenant de dévancer les services sociaux là-bas. Ce n'est pas les habitants qui vont aller attendre, mais c'est les services sociaux qui vont dévancer les habitants là-bas. Et en ce moment, nous, on peut suivre, sans quoi on préfère rester ici.
Très remontées contre l'exécutif communal de Samba, les populations de cette zone non lotie en appellent à l'intervention du ministre en charge de l'habitat afin de trouver une solution durable à cette crise foncière de Calcin. Le 14 juin dernier, cérémonie de remise des équipements de suivi des cantines scolaires au ministère en charge de l'Éducation nationale. Ce dont donc des ordinateurs et un véhicule donné par le Programme alimentaire mondial et d'une valeur de plus de 48 millions de francs CFA. Ces équipements vont permettre de suivre d'une façon rapprochée donc des activités sur le terrain et le traitement diligent des données au niveau des circonscriptions d'éducation de base. La cérémonie de remise a eu lieu donc le 14 juin dernier. Mabetriana Kamabou pour en parler. Ces 25 ordinateurs et un véhicule viennent répondre à la requête du ministère en charge de l'Éducation nationale auprès du PAM, Programme alimentaire mondial. Ce don vient donc renforcer les activités sur le terrain et le traitement diligent des données du ministère de l'Éducation nationale dans de meilleurs délais pour le volet concernant les cantines scolaires. Un véhicule 4x4 pour les déplacements et les tournées et le suivi sur le terrain des actions et de 25 ordinateurs portables qui seront mis à disposition des acteurs qui sont au niveau du projet de façon à leur permettre donc de pouvoir traiter et faire remonter l'information parce que cette partie aussi est importante pour la prise de décision. Donc nous sommes heureux aujourd'hui donc de recevoir cela, mais beaucoup plus heureux des interventions du PAM en matière d'amélioration de l'alimentation scolaire à travers donc l'appui au gouvernement aux cantines scolaires donc dans 5 régions de notre pays pour les élèves classiques et pour les élèves déplacés internes. Ce don du Programme alimentaire mondial a une valeur de plus de 48 millions de francs CFA. La directrice adjointe du PAM souhaite que ces biens contribuent à une bonne capitalisation des actions conduites par la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives. Le principal résultat attendu de ce don est de permettre le suivi rapproché des activités sur le terrain et le traitement diligent des données au niveau des circonscriptions d'éducation de base dans les meilleurs délais. Le traitement primaire des données au niveau des CEB par les contrôleurs, contribuera à réduire les marges d'erreur dans la manipulation des données. Le Programme alimentaire mondial intervient dans plusieurs régions au Burkina Faso. À cette cérémonie de remise et de dons, le PAM a renouvelé sa disponibilité à collaborer avec le gouvernement pour améliorer la qualité de l'alimentation et de la nutrition en milieu scolaire. En cette année, il a prévu porter assistance à 110 000 enfants bénéficiaires de repas et de 12 100 filles bénéficiaires des rations à emporter. Toujours au ministère en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, le premier responsable, a présidé jeudi à Bobo-Dioulasso la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, 5e du genre. Elle était un nouveau cadre pour appeler à l'action et à l'investissement donc dans cette question, dans la reprise post-pandémique. On en parle avec notre correspondant Joseph Koudougou. C'est parti pour les activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Bobo-Dioulasso. Une célébration présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Une occasion pour les participants à cette cérémonie de faire un plaidoyer pour faire de l'hygiène menstruelle une réalité. Dans notre école, nous avons constaté que la période des menstrues ou règles pose des problèmes importants aux filles et joue négativement sur leur scolarité. Pourquoi tant de silence sur les menstrues? Également, dans nos écoles, la situation des latrines reste lamentable. C'est pourquoi nous faisons le plaidoyer auprès de vous pour la création d'un espace approprié pour se protéger et ou se changer dans un endroit réservé et sécurisé où l'intimité est préservée. Un endroit où il est possible de nettoyer le sang des menstruations avec de l'eau et de se laver les mains avec du savon. Un endroit où il est possible d'éliminer les déchets de façon sûre, hygiénique et sans honte. Cette journée est placée sur le thème « Appelons à l'action et à l'investissement dans une bonne santé de l'hygiène menstruelle dans la reprise post-pandémique tous ensemble ».
Plus nous parlerons d'une seule et même voix, plus notre message sera fort et clair. Un message bien fort et clair selon le professeur Stanislas Ouaro. Nous avons les stratégies, nous avons les compétences, nous avons toute la vision pour promouvoir la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, mais nous avons besoin de ressources. Nous sommes dans une situation au Burkina Faso qui fait face donc à un certain nombre de défis, dont le plus difficile est le défi sécuritaire, qui réduit nos marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Et c'est pour cela que j'ai profité au nom du gouvernement à lancer ce message fort et clair là, à l'accompagnement donc des partenaires techniques et financiers pour qu'ensemble nous puissions adresser un message à l'appel à la solidarité internationale. Dans cette lutte pour l'hygiène menstruelle, surtout en milieu scolaire, le ministère en charge de l'éducation nationale et de la promotion des langues nationales peut compter sur l'UNICEF. Et nous allons faire la génération des évidences pour voir quels sont les problèmes, quelle est l'étendue des problèmes, la magnitude des problèmes. Et ensuite, sur base des informations que nous allons trouver, nous allons donc proposer sous le leadership du ministre un plan d'investissement dans toutes les écoles pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'hygiène et de toilettes. Cette célébration s'étend sur une semaine avec au programme une série d'activités. 5e du genre, la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, faut-il le rappeler, est célébrée cette année en léger différé. La date officielle de la commémoration au niveau mondial étant le 28 mai. Je vous le disais en titre, la rue 54-160 dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou est désormais appelée rue Pape Benoît XVI, attribution de nom vendredi dernier par le maire Armand-Pierre Béouindé. Image dans ce reportage réalisé par Abakar Mahamat et Mametriana Kamabo. La rue, autrefois appelée rue 54-160, qui va de l'avenue Norbert Zongo à l'ouest, du boulevard Mohamed Kadhafi à l'est, est désormais appelée rue Pape Benoît XVI. C'est un geste qui vient faciliter les questions d'adresse à la population, comme explique le maire de la commune de Ouagadougou. Le baptême de cette rue cet après-midi honore un homme qui a beaucoup fait pour le Burkina Faso parce qu'il a permis d'établir une relation diplomatique et forte entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. Donc je pense que pour nous également, c'est une grande joie d'immortaliser un grand homme comme lui dans la ville de Ouagadougou et de donner cette rue à son nom. Tous ceux qui vont passer par ici, on va dire la rue Benoît XVI, du pape Benoît XVI. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. L'emprunt du nom du pape Benoît XVI, selon Armand-Pierre Béouindé, est également une manière pour la capitale de montrer sa reconnaissance envers cet homme de Dieu qui a contribué au renforcement de certaines valeurs au sein du public burkinabé. Et c'est à la demande des nonces apostoliques qu'il a plu au conseil municipal d'affecter le nom de cette rue. Quand je suis arrivé au Burkina, on trouvait que la rue était seulement en numéro, sans un nom. Alors je suis très content maintenant que nous avons une rue baptisée en ce grand pape. Et aussi pour reconnaître qu'il a fait, qu'il a érigé cette nonciature apostolique. Avant, était ici déjà 14 ans et je suis très content que la mairie, le maire et la commune, ils ont honoré à donner ce nom pour la rue. De l'espérance pour le monde, l'Afrique et plus particulièrement le Burkina Faso, le pape Benoît XVI, pour le maire de Ouagadougou, est un homme qui a toujours travaillé pour la paix entre les peuples, le dialogue interreligieux et pour la foi. Dans ce journal également, l'association pour le réveil culturel du Ganzourgou initiait dimanche dernier un cadre de partage sur le patrimoine culturel. C'était à Zorgo. Ces démarches étaient destinées aux jeunes de la localité. Le patrimoine culturel leur a été présenté et il a ensuite été question de sa sauvegarde et de son intérêt pour eux. Rencontre tenue sous le parrainage du Naba Sanem de Zorgo. On en parle avec Sanata Seré. C'est avec beaucoup d'attention que les jeunes de Zorgo ont suivi les enseignements du conférencier sur le patrimoine culturel burkinabé.
Cette initiative, qui est à mettre à l'actif de l'Association pour le réveil culturel du Ganzourgou, vise à informer et sensibiliser la jeunesse sur l'importance du patrimoine culturel. Plusieurs thèmes ont donc été abordés lors de cette conférence. Il s'agit entre autres de la gestion et la conservation du patrimoine culturel et l'environnement juridique sur la protection de ces patrimoines culturels au Burkina Faso. On a senti que la jeunesse s'intéressait moins. Parce que dans nos livres d'école et tout, on parle moins de nos patrimoines. Dans notre quotidien, on parle moins de notre patrimoine. Et donc la jeunesse, on ne peut pas l'accuser qu'elle néglige parce qu'ils ne connaissent pas. Donc on avait trouvé que pour qu'ils puissent vraiment promouvoir ce patrimoine-là, c'était judicieux d'initier une telle rencontre afin de les présenter d'abord ce que nous avons comme patrimoine et peut-être de tirer leur attention pour la sauvegarde et peut-être la promotion de ce patrimoine par cette jeunesse-là. L'initiative a été appréciée par le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social, co-parrain de la conférence. Pour lui, ce cadre de réflexion va contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles du pays. Je me suis associé à cet événement parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui constitue le problème de la jeunesse, c'est la transmission des savoirs culturels. Et cet événement est destiné justement à enseigner la culture aux jeunes et les élèves que vous avez vus, qui étaient très mobilisés. Donc nous estimons qu'il était normal que nous nous associons à cet événement. Aujourd'hui, ce qui constitue, comme je l'ai dit, la perte des valeurs de nos jeunes aujourd'hui, c'est la non-sauvegarde de certains patrimoines culturels. Selon les participants, qui sont notamment des élèves, c'était l'occasion pour eux d'avoir des notions sur leurs origines et d'appréhender l'importance de la sauvegarde des valeurs culturelles. Vraiment, je l'apprécie beaucoup vu que il veut un peu impliquer la jeunesse dans la culture, ce qu'on ne voit pas vraiment au pays. Donc c'est vraiment une très bonne initiative de faire cela. J'ai retenu que la culture est très importante pour nous et qu'il faut plus la valoriser et puis essayer de l'impliquer plus dans notre vie et dans notre cursus scolaire aussi. Cette initiative, je l'apprécie puisque c'est une initiative qui peut nous permettre de ne pas oublier notre culture. Parce que si on a tendance à voir, on voit que nous les Africains, on ne fait qu'importer ceux de l'extérieur. Mais celle-là, c'est une bonne initiative pour nous, élèves, les jeunes, pour prendre cette mesure en compte, pour ne pas essayer d'oublier notre culture. Cette conférence a réuni plus d'une centaine de jeunes à l'espace culturel Naba Boulga des Orgo. Elle a été marquée par des prestations artistiques de plusieurs troupes traditionnelles de la localité. Une visite du palais de Naba Sanem des Orgo a mis fin à la cérémonie. Et puis du sport pour terminer avec la deuxième édition de la Coupe de la Fraternité du président de l'Union régionale des supporters des étalons du Centre-Nord. Tout a en effet commencé depuis janvier dernier avec 6 équipes en compétition. La finale samedi dernier à Kaya a opposé la formation sportive de l'Hôtel ZAM et le Nongdo FC. Résultat dans ce reportage de Hassan Sawadro. C'est une finale très bien enlevée qui a été offerte aux amoureux du ballon rond ce samedi 12 juin 2021 dans le stade municipal de Kaya. L'équipe de l'Hôtel ZAM en maillot vert était opposée à celle du Nongdo FC en rouge et blanc. Après une première partie pauvre en but, les deux équipes se réveillent en seconde mi-temps. L'équipe de Nongdo FC met la pression et trouve le chemin des filets. Le réveil de l'équipe de l'Hôtel ZAM ne s'est pas fait attendre. Elle parvient même à égaliser juste avant le coup du sifflet final. C'est après la séance des tirs au but que Nongdo FC inscrit son nom sur le palmarès de la Coupe de la Fraternité du président de l'Union régionale des supporters des étalons. On va d'abord féliciter notre coach, remercier pour tout le travail qu'il a abattu pour nous. Aussi remercier les organisateurs, que Dieu les aide dans leur lancée, afin qu'ils puissent faire évoluer le football du Saint-Valentin. On a ramassé autant de trophées, on a 4 coupes du maire. 4 coupes du maire. Consécutifs aussi. Le parrain à cette édition, lui, est satisfait de la qualité du jeu des deux équipes.
Il s'est dit prêt à accompagner encore les prochaines éditions. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de football. C'est tout avec les jeunes footballeurs. Il faut qu'on n'a qu'à les soutenir pour qu'ils puissent aller en avant. Je suis très content avec les deux équipes. En tout cas, ils ont fait bon match. Donc, je remercie à tout le monde. Si Dieu nous donne bonne santé, même l'année prochaine, on va toujours faire plus que ça. Voilà. Le maire de la commune de Kaya, co-parrain de la présente édition, a lui salué la tenue de cette deuxième édition. Pour lui, cette mobilisation de la population montre que la ville de Kaya reste toujours vivable malgré le contexte sécuritaire difficile. Nous avons vu quand même qu'il y a une grande mobilisation de la jeunesse de Kaya autour de cette finale, ce qui témoigne que réellement la commune de Kaya vit, la jeunesse vit et le sport est développé dans la commune de Kaya. Et nous savons qu'actuellement notre commune, la province traverse des situations difficiles et c'est à travers le sport que nous allons cultiver cette solidarité autour des événements vécus. C'est à travers le sport que nous allons cultiver la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les jeunes de la population de Kaya et la population déplacée arrivée à Kaya. Nous voyons que dans les deux équipes, il y a des déplacés internes qui sont intégrés l'équipe. Donc c'est le lieu pour moi de saluer cette fraternité qui existe entre les équipes en compétition au niveau de la commune de Kaya lors de cette deuxième édition. Pour les promoteurs de la Coupe, c'est un pari réussi. Ils comptent dans les éditions à venir donner à ces tournois une envergure régionale. Nous sommes très contents ce soir. Vous avez vu la mobilisation de la population. Vraiment, c'est une réussite. Dans l'édition à venir, nous allons inclure d'autres disciplines. Nous allons aussi faire en sorte que toute la région participe à cette compétition, c'est-à-dire Boulsa, Kongossi et bien sûr Kaya. Rappelons que l'équipe de Nongdo FC, vainqueur de cette finale, empoche la somme de 115 000 francs CFA, un jeu de maillot, 2 ballons plus le trophée. Quant à celle de l'Hôtel ZAM, elle remporte la somme de 105 000 francs CFA, un jeu de maillot plus 2 ballons. À noter également qu'au-delà du football, d'autres disciplines telles que la pétanque, le karaté-do et les jeux de société étaient également au rendez-vous. Et voilà, sportivement, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. À demain 13h.